Salut les collègues, aujourd'hui on vous propose une vidéo pour faire un petit point sur la situation dans l'éducation nationale et le supérieur après un mois de confinement et pour partager avec vous les positions de notre organisation syndicale et nos revendications. Alors tout d'abord on va vous parler de la fermeture des écoles et des établissements puisque selon le Premier ministre il n'y a pas eu de retard dans la mise en place des mesures de confinement. Spoiler, si, Edouard, il y a eu beaucoup de retard dans les mesures de confinement. Ensuite, on va vous parler de l'accueil des enfants de personnel soignant dans les écoles. On va vous partager des témoignages de collègues qui se sont portés volontaires pour accueillir ces enfants. Et enfin, on va vous parler de la continuité pédagogique, le télétravail, l'enseignement à distance. Parce qu'on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, on voulait vous donner notre point de vue sur ces questions. Premièrement, on voulait revenir sur la manière dont tout ça a été mis en place dès le départ. Alors, on a quand même eu un ministre qui allait sur tous les plateaux télé pour nous dire que l'école était prête, pour nous dire que la réponse du ministère était préparée depuis des mois. Je ne vais pas rentrer peut-être dans tous les détails, mais si vous voulez, il y a maintenant les environnements numériques de travail dans les établissements qui permettent déjà d'envoyer aux élèves des éléments à distance. Et puis si ça devait prendre des proportions plus importantes, avec par exemple des territoires entiers concernés, alors on serait capable de déclencher de l'enseignement à distance massif. On est préparé pour ça. Le 12 mars, il nous dit que la fermeture totale des écoles n'a jamais été envisagée. Il faut rappeler qu'il y a 12 millions d'élèves en France, et donc il y aura certainement d'autres territoires qui seront concernés. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Le soir même, c'est le président Macron qui annonce la fermeture des établissements à partir de lundi. Rebelote 2 jours plus tard, le ministre Blanquer en conférence de presse nous dit qu'il y aura plus de 50% des personnels qui seront présents dans l'établissement le lundi. Le principe, c'est l'établissement est ouvert, les adultes sont au travail. Ensuite, les modalités, comme je le disais tout à l'heure, sont de deux ordres, soit être dans un établissement, soit être à la maison. Et c'est vraiment le chef d'établissement qui le décide. Donc on peut estimer que dans beaucoup de cas, on aura à peu près la moitié du personnel en permanence. Le soir, c'est Édouard Philippe qui annonce le début du confinement, qui nous dit qu'il va falloir restreindre nos déplacements, on passe en stade 3. Donc dès le départ, c'était injonction paradoxale, cafouillage, ça commence très bien. Mais faut pas raconter des cracks, hein. Nous, quand on voit ça, on s'est dit mais c'est pas possible, on peut pas laisser l'administration mettre les collègues en danger, les obliger à aller dans des établissements où il n'y aurait de toute façon pas d'élèves. Donc le syndicat monte au créneau, on écrit au recteur, au DAZ, au préfet, on publie des communiqués, on répond aux collègues qui nous sollicitent parce que dans ces situations, il y a une hiérarchie des IEN, des chefs d'établissement, qui ont exercé des pressions sur les collègues pour qu'ils se déplacent. Par ailleurs, on remarque dans cette crise que, comme d'habitude, c'est toujours les plus précaires sur lesquels on va exercer le plus de pression. On a vu beaucoup d'exemples d'assistants d'éducation qu'on a poussés à aller dans l'établissement le lundi. Pour faire quoi? On ne sait pas vraiment. Surveiller des chaises vides, on ne sait pas. Allô? Non mais allô quoi. Et finalement, c'est grâce à l'intervention des organisations syndicales, grâce à la mobilisation collective, aux nombreux droits de retrait, que l'administration a été obligée de reculer sur son idée initiale, qui était de mettre les personnels et les usagers en danger sans aucune raison. Bon, on va être clair, nous on n'a jamais été contre cet accueil des enfants des personnels soignants. Tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est que pour faire cet accueil-là, il nous faut des conditions de sécurité pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut des gants, des masques, du gel désinfectant, des conseils sanitaires clairs. Et nous, ce qu'on a pu observer, les retours, les témoignages qui nous sont parvenus, c'est complètement l'inverse. Welcome to the real world. C'est-à-dire qu'on a un fonctionnement désorganisé, on est dans des écoles où en temps normal, on lutte déjà pour avoir ne serait-ce que du papier toilette. Donc on vous laisse imaginer ce que ça donne pendant une pandémie. On a même eu des retours sur des écoles qui n'ont pas du tout été désinfectées après les élections municipales. Donc encore une fois, sur ce point, on voit que c'est de l'irresponsabilité, de l'amateurisme et de la mise en danger des personnels et des usagers. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais Blanquer, on aurait dit un enfant le matin de Noël.
Il a vu dans cette crise l'opportunité de mettre en place l'ubérisation de l'éducation. L'OCDE, c'est le club européen dont l'objectif est de nous faire passer la pilule des privatisations, d'accord, en habillant ça avec des termes. La réforme du lycée, le lycée modulaire, le lycée à la carte, comme ça, le choix laissé aux élèves de choisir, la liberté de choix, enfin bref. Privatisation, marchandisation du système complète. Et donc cette phrase, écoutez cette phrase magnifique d'un rapport de l'OCDE de 1999. Les perspectives de profit sur le marché éducatif, c'est-à-dire si on arrive à péter l'éducation nationale et à ouvrir un système de marché éducatif, les perspectives de profit sont de l'ordre de 1 à 7, c'est-à-dire 7 € ramassés pour 1 € investi, quand elles ne sont que de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Il a voulu faire croire aux gens qu'on pouvait continuer comme en classe en parlant de continuité pédagogique. Mais déjà, le mot choisi, il est parlant. Lorsqu'on n'est plus en présentiel avec nos élèves, il y a forcément une rupture. Il a voulu imposer au personnel de construire ça en 2 jours. De toute façon, malgré les fanfaronnades de Blanquer, dès le lundi, tous les outils numériques de l'éducation nationale étaient plantés et buggés. Déjà parce qu'ils étaient sous-dimensionnés. D'ailleurs, on constate que nombre des collègues se sont tournés vers d'autres outils et d'autres plateformes qui ne respectent pas la protection des données, le RGPD, et ils mettent ainsi leurs élèves en danger. Le ministre a fini par interdire l'utilisation de ces outils. Que le ministre exige de ses personnels qu'ils réinventent tout leur contenu en 2 jours avec des outils qui ne fonctionnent pas, c'est insulter notre professionnalisme et c'est très révélateur du mépris qu'il a pour notre profession. Sans compter les risques psychosociaux qui sont induits par ces injonctions paradoxales. Sur le télétravail, on vous rappelle que le cadre réglementaire est très clair. Ça doit se faire sur la base du volontariat et avec un équipement fourni par l'employeur. Encore une fois, ça repose sur la bonne volonté, sur la responsabilité des enseignants qui s'engagent bien au-delà de ce qu'exige leur fonction. Ça se fait sur nos propres deniers et ça se fait en nous culpabilisant. Dans ce contexte hallucinant, le ministère et plusieurs présidences d'universités persistent dans leur obsession d'évaluation et de maintien des examens. Pour nous, l'urgence, elle est d'abord sanitaire et sociale. L'urgence, elle n'est surtout pas d'avancer dans le programme. C'est complètement absurde de vouloir organiser des examens, des concours ou même des évaluations dans ce contexte-là. Comme ça se fait dans de plus en plus de pays, nous, on est pour une année blanche pour tout le monde, pour donner le brevet et le bac à tous les élèves. Et on est bien sûr contre toute forme d'évaluation, qu'elle se fasse en ligne ou en contrôle continu, parce qu'elles sont nécessairement vectrices d'inégalités sociales et territoriales. À travers ces différents sujets, on a vu que le gouvernement, il n'avait à cœur ni les intérêts des salariés, ni les intérêts des usagers. Il est prêt à mettre en danger les personnels en les envoyant au boulot sans protection. Il est prêt à exposer les usagers à des risques inutiles, simplement pour des objectifs de rentabilité. Macron a parlé du monde d'après. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Eh bien, c'est à nous de construire ce nouveau monde en plaçant la solidarité au premier plan, en renforçant les collectifs de lutte dès la fin du confinement et en défendant les services publics et les intérêts du plus grand nombre au lieu des intérêts financiers des capitalistes. Questo il fiore del partigiano, oh bella ciao, 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 ciao.